Bonjour et bienvenue à ce sixième cours de technique de créativité où on va parler de deux postures mentales, celle du juge et celle du conquérant. Donc si on regarde notre processus tel qu'on l'a décrit au premier cours, on a donc eu une première session théorique et pratique sur l'état d'esprit de l'explorateur avec l'observation, l'imprégnation et la reformulation. Ensuite, on a eu une deuxième séance théorique puis pratique sur l'état d'esprit de l'artiste. Et aujourd'hui, on va d'abord parler de l'état d'esprit du juge avec deux choses importantes qu'il fait. Un, la convergence et deux, l'évaluation. Voilà. Alors, commençons directement donc avec ce juge et regardons cette première étape qu'on appelle la convergence. Alors, la convergence, qu'est-ce que c'est? La convergence, c'est le fait de réunir les différentes idées par analogie. Ok. Ça veut dire qu'on va d'abord essayer de trouver un point commun entre différentes idées qu'on a émises durant la séance de créativité et on va essayer de les réunir en fonction de ce point commun et de voir si d'autres idées qui ont été générées ne pourraient pas être réunies autour de ce point commun ou éventuellement on pourrait redéfinir le point commun pour intégrer plus ou moins d'autres idées dedans. Donc, converger, ça va être effectivement associer différentes choses en un concept commun. Voilà. Et ça va permettre aussi de combiner, éventuellement démembrer certaines idées et également finalement mitiger un petit peu certains problèmes de certaines idées. Voilà. Donc tout un programme, cette convergence. Bon, comme d'habitude, moi je vais vous proposer une petite recette de cuisine, mais ça peut être un bon moment maintenant, quand vous avez encore l'esprit vierge de toute chose que j'aurais pu vous imposer, de se demander, ben voilà, si moi je devais converger, hein, si je devrais trouver un point commun entre ces différentes idées qui sont sur la table et essayer d'en faire des groupes, ben comment est-ce que je m'y prendrais? Hein, quelles sont les différentes manières qui sont possibles, hein, comment est-ce que je pourrais éventuellement en faire une typologie et les combiner pour choisir une manière originale hein, de le faire. Voilà. Alors, me concernant, je vais vous proposer un outil qui s'appelle le diagramme d'affinité. Voilà, le diagramme d'affinité, c'est la manière classique hein, de faire la convergence. C'est particulièrement important d'en faire un, ou en tout cas de converger si on a eu un grand nombre d'idées, hein, parce que on s'y perd facilement. Bon, notre cerveau, il va être capable de retenir cette chose, enfin en tout cas de processer cette chose maximum en même temps. Et donc, si on a eu plus que cette idée, ça peut être intéressant voilà, de les regrouper par catégorie pour essayer de pouvoir y penser de manière complète. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit, ça va être le but du diagramme d'affinité, ça va être d'organiser les idées émises par thème homogène. Hein. Traditionnellement, on va utiliser des post-it, hein, comme j'ai mis sur la droite pour faire ça, mais il y a plein d'autres possibilités qui fonctionnent très bien aussi. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, ce diagramme d'affinité? La première chose, ça va nous permettre de mesurer la flexibilité du groupe. Alors, est-ce que on a été un petit peu monomaniaque dans l'émission des idées à propos de notre problème? Si toutes les idées tiennent dans une et même catégorie, hein, ou ont tendance à être toutes euh, voilà, avoir un point commun, voilà. Si elles ont tendance à avoir un point commun, autre évidemment
que le fait de répondre au problème. Si elles ont tendance à avoir un point commun, c'est que on n'a probablement pas été aussi divergent qu'on l'a pensé, hein, et qu'il serait peut-être nécessaire de refaire un petit tour de divergence, de refaire un peu des provocations, regarder si on peut aller un peu plus loin. Euh, la deuxième chose que va faire ce diagramme d'affinité, c'est de redonner un peu de cohérence à ces idées. Si elles ont été bien divergentes, eh ben, on a probablement été un petit peu plus loin que notre chemin logique, c'était le but, hein, et ben, ça va nous permettre de voir si voilà, ces idées générées, elles répondent toujours bien au problème, si elles forment un corpus et qu'on peut un petit peu jouer avec. Alors jouer avec, ça va être quoi? Ça va être ben, les recombiner, c'est-à-dire que en rapprochant des idées autour d'un point commun, ben, on va se dire ben, finalement, est-ce qu'il y a un juste milieu entre les deux? Est-ce que je ne pourrais pas en ramener une autre, hein, approfondir un petit peu ce concept que j'ai eu? Voilà. Est-ce qu'il y a moyen éventuellement démembrer ces idées, de, voilà, réellement faire une recombinaison, hein. Alors, conceptuellement, en fait, ce diagramme d'affinité est une autre forme d'éventail des concepts. Enfin, disons que ce sont des parties d'éventail des concepts présentées de manière un petit peu différente. Et la technique n'est pas la même. Ici, le but c'était vraiment de regrouper, mais rien n'empêche de revenir un petit peu à cette notion de point fixe pour trouver des catégories qui vous semblent acceptables, qui vous semblent cohérente, voilà, c'est ça, et ben, de garder à l'esprit, hein, cette technique de l'éventail des concepts pour dire, ben voilà, finalement, si maintenant que j'ai une catégorie, est-ce qu'il n'y a peut-être pas d'autres idées qui appartiennent à cette catégorie, etc., etc. Bien, alors, comment est-ce qu'on va faire pratiquement? Eh ben, on va prendre toutes les idées qu'on a générées et on va les présenter devant l'équipe. Ok, hein, traditionnellement, évidemment, on va les noter sur chaque fois des bouts de papier et étaler tous les bouts de papier sur la table. Ok, hein, on peut évidemment faire ça directement dans une carte heuristique. Voilà, c'est peut-être un petit peu moins collaboratif comme manière de faire, parce que les papiers, tout le monde peut jouer avec, hein. Si vous les mettez sur une carte heuristique, à moins qu'elle soit partagée, eh ben, c'est un petit peu plus... voilà, il n'y a qu'une seule personne qui peut rajouter les idées, donc c'est un petit peu moins drôle, on va dire comme ça. Voilà. Donc, on va bouger ces post-it pour essayer de constituer des groupes d'idées similaires. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Techniquement, on va prendre deux idées, peut-être même au hasard, hein. Moi j'aime bien prendre deux au hasard, hein, et on va se demander, ben, tiens, entre ces deux idées, est-ce que j'ai un point commun? Est-ce que je pourrais générer un point fixe cohérent à partir de ces deux idées? Alors, soit oui, et vous créez un premier groupe avec ces deux idées, soit vous dites non, et à ce moment-là, bon, ben, vous reposez les idées et vous en reprenez deux autres. Le principe, c'est voilà, d'aller essayer de générer des groupes qui soient pas trop, enfin, dont le critère ne soit pas trop évident, mais qui restent quand même cohérents. Et donc, une fois que vous avez un ou plusieurs groupes, eh ben, vous allez pouvoir, à chaque nouvelle idée que vous prenez, dire est-ce qu'elle rentre déjà dans un groupe existant? Oui ou non? Et sinon, ben, voilà, est-ce que je peux essayer de la combiner à une autre idée pour trouver quelque chose de commun? Etc. Hein. Et bon, le fait de travailler comme ça va nous permettre de générer des catégories un petit peu aléatoirement, en fonction des idées que je prends, de me dire tiens, est-ce qu'il y a un point commun entre les deux, hein. Et voilà, ça ne m'oblige pas à garder ces catégories par après, mais au moins ça me permet de générer des catégories un petit peu voilà, originales, on va dire comme ça. Alors, ce qui est important aussi, c'est que toutes les idées doivent être placées dans un groupe, hein. Il ne peut pas y avoir d'idées laissées sur le côté. Euh, ce n'est
certainement pas le moment d'écarter des idées trop originales, parce que sinon, ou qui paraissent irréalisables, etc., etc., parce que sinon, hein, vous allez vous empêcher de rebondir dessus. Et encore maintenant, hein, même si on est avec cette thématique du juge, encore maintenant, il y a des idées qui vont se générer. Voilà, donc euh, toutes les idées doivent être placées dans un groupe. On les bouge jusqu'à ce que les participants, tous les participants, soient satisfaits de la cohérence des catégories, donc, hein, à la fois suffisamment diversifiées, mais voilà, suffisamment cohérentes. Euh, Chaque catégorie peut contenir autant d'idées que l'on veut, hein, même une seule, hein. Parfois vous avez une idée un petit peu mouton noir comme ça, vous la mettez, hop, ok, celle-là, je fais une catégorie juste avec cette idée-là, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Euh, à l'autre extrême, on peut aussi avoir une idée qui soit rattachée à plusieurs catégories, hein. Vous recopiez l'idée dans plusieurs catégories. Moi, ça me pose pas de soucis, bien au contraire. Vous pourrez éventuellement vous poser la question de savoir s'il ne faudrait pas démembrer cette idée en plusieurs sous-idées afin de pouvoir mettre une sous-idée dans chacun de ces catégories, mais pas forcément. Pas forcément, hein. Et avant-dernière étape, on va regarder finalement si ces groupes ils sont d'une taille voilà, à la fois suffisamment respectable. Je vous ai dit, parfois il n'y a qu'une idée, c'est comme ça, mais voilà, on voudra, si possible, hein, avoir quand même plusieurs petites idées qui appartiennent à la même catégorie, hein, quitte à en régénérer d'autres. Et on voudra éviter aussi des groupes qui sont tellement importants qu'on en perd le fil, hein. Voilà, typiquement, moi j'aime bien garder 7 membres sous un groupe. Je trouve que c'est un bon nombre pour pouvoir tous les avoir en tête en même temps. Enfin, pas au-dessus de 7, voilà. Maintenant, si une fois il y en a 10, c'est pas dramatique non plus, hein, si ça fait du sens. Voilà, ça donne simplement une idée de la taille, voilà, d'une taille d'un groupe qui serait important, quitte à le fractionner, parce que on pourrait se dire, ben voilà, dans ce groupe-là, il y a deux choses différentes, et voilà, un groupe avec une seule idée, ben, c'est probablement qu'il y a d'autres choses à générer autour de ça. Probablement, hein, c'est pas une règle absolue. Mais voilà, ça donne un petit peu une idée on peut regarder s'il y a moyen de faire des groupes qui sont de taille acceptable. Voilà, dernière étape. Alors je sais bien qu'on a une catégorie, mais une catégorie n'est pas forcément un titre, hein, ça peut être quelque chose de relativement complexe, une catégorie, hein, on a vu ça pendant les points fixes. Mais donc on va essayer de déterminer un titre simple, clair pour chaque catégorie, hein, voilà, une des idées pouvant faire office de titre sans aucun souci, hein. Donc voilà, à l'issue de notre diagramme d'affinité, ce qu'on va avoir, c'est toutes les idées sont toujours sur la table, hein, mais elles sont regroupées en groupes, ok, avec, on va prendre un post-it un peu plus grand ou d'une autre couleur, ou voilà, hein, où on va les rassembler sous une catégorie dans une caractéristique, hein, dans lequel on va mettre le titre du groupe. Donc voilà, on aura donc différents ensembles d'idées regroupées. Bien. Alors, euh, un autre outil qu'on va utiliser souvent après le diagramme d'affinité, c'est un outil qui s'appelle les grappes. Le postulat de cet outil, c'est que très souvent, et même la plupart du temps, les idées clés sont formulées a posteriori, c'est-à-dire pas pendant la séance de créativité. Bah, à quoi ça sert? Bah, ça sert, la séance de créativité, hein, elle va servir à déverrouiller les esprits, hein, à rebondir sur ce que d'autres ont dit, hein. On a déjà vu comment est-ce que c'était important de déverrouiller notre mode de pensée. Et puis une fois qu'il est déverrouillé, on sait qu'on a une infinité de possibilités à notre disposition, entre guillemets,
Et les grappes, elles vont permettre de collecter, via une réflexion souvent individuelle, collecter des idées qui émergent après. Voilà. Donc c'est important de garder finalement cette séance de créativité à l'esprit, avec ces différentes zones d'exploration, et de pouvoir, ben voilà, un petit peu faire décanter les choses seul par après, euh, via notamment un temps d'imprégnation des différentes choses qu'on a pu évoquer. Voilà, typiquement, quelques jours après la séance de créativité, on va encore avoir des idées. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va donc faire ces étapes individuellement. C'est important parce que ça nous permet d'avoir un peu de temps méditatif, hein. Et la première chose qu'on va faire, c'est se faire une copie de ce diagramme d'affinité, hein. Voilà, s'il a été fait via une carte heuristique, eh ben, c'est facile, on peut l'imprimer en grand format, on fera souvent ça, hein, à 3 si vous avez la possibilité de faire ça. Euh, et puis de poser visiblement chez soi ce diagramme d'affinité. Ça va nous permettre, voilà, moi typiquement, vous allez le mettre soit sur une table, si vous avez un bureau, hein, vous le mettez sur votre bureau, histoire de, voilà, de repasser devant quand vous allez vous mettre à travailler. Vous pouvez éventuellement le tapisser aux toilettes aussi, hein, ben, c'est un bon endroit où vous allez quand même passer du temps disponible, où vous serez disponible mentalement. Hein, comme ça, vous pourrez y jeter un coup d'œil et éventuellement le compléter à cet endroit-là. Hein, mais le principe, c'est que, voilà, une fois qu'il est copié et affiché, eh ben, vous allez vous imprégner du contenu par catégorie, hein. Vous allez dire, tiens, dans cette catégorie, qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, c'est vrai, on a fait ça et ça et ça. Et au moment où vous vous imprégnez de ça, ou éventuellement après, hein, parce que voilà, vous vaquez à vos activités, puis vous dites, ah ben c'est vrai, ça, ce serait peut-être pas mal de le rajouter. Hop, vous retournez au endroit où vous avez affiché, et vous allez compléter ces idées, éventuellement mettre en place une combinaison originale, etc., etc. Hein, donc le principe, c'est d'avoir ça en tête, et individuellement pouvoir se dire, ah mais oui, hein, ça marche aussi, en fonction de ce à quoi vous êtes confronté dans la vie de tous les jours. Alors, euh, on voudra éventuellement chipoter avec le groupe d'idées, la catégorie, en approfondissant une combinaison, voilà, qui nous semble prometteuse, hein. Et ben, on va voilà, suivant votre goût, vous allez pouvoir, hein, décrire ça, notamment via une fiche idée, comme on va voir par après, hein. Mais vous pouvez le faire éventuellement autrement, hein. Peut-être qu'il y a un schéma qui vous paraît prometteur et vraiment bien explicatif de l'idée, etc., etc. Hein, ça vous permet de jouer, hein, peut-être même artistiquement aussi, avec l'expression de cette idée, ou ce que vous inspire cette idée. Voilà. Une fois que donc chacun aura fait ça individuellement, eh ben, il sera temps de se remettre en groupe pour présenter les travaux individuels de chacun, et bah, remettre un petit tour de manivelle dans la créativité de groupe. Alors, une autre manière de faire, qui peut fonctionner aussi, hein, c'est vous allez de nouveau prendre votre diagramme d'activité et hein, l'afficher en grand format, à un endroit de passage par exemple, hein, et typiquement on mettra à côté, des marqueurs de couleurs différentes, ou des post-it de couleurs différentes, pour que chacun puisse, à partir des idées qui ont été générées collectivement, rajouter ça, se dire, ah tiens, ça je vais rajouter ça, et que les autres puissent voir ce qui a été rajouté au fur et à mesure. Et donc, en laissant cette diagramme d'affinité euh, à la vue de tous, avec les ajouts de certains, eh ben, ça va permettre de continuer finalement à rajouter des choses au fur et à mesure qu'on y pense. Voilà pour le diagramme d'affinité, ce qui nous permet
de voguer vers la fiche idée, hein, ou fiche concept d'ailleurs, hein, souvent on parle de fiche idée, hein, donc qui sera finalement un outil simplissime, mais voilà, une manière de décrire ce que vous voulez, l'essentiel d'une idée, voilà, ce que vous voulez ne pas rater autour d'une idée à partager. Alors, cette fiche idée, ben, elle a différentes catégories d'informations qui s'y trouvent. Hein. Ouais, le numéro de la fiche ID, c'est peut-être pas essentiel, sauf si vous voulez en faire une classification dans une base de données. La date, c'est toujours bien. L'émetteur, ben, c'est vous. Hein. Vous avez dit, tiens, je voudrais travailler un petit peu cette idée-là. Hein. Et typiquement, vous allez commencer par la description détaillée de l'idée. Ici, ben, on veut développer une manière de communiquer, enfin de faire le tour, on va dire ça plutôt, une manière de faire le tour de cette idée. Hein. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. On aimera particulièrement bien un schéma, un dessin, quelque chose qui, voilà, un processus, quelque chose qui voilà, permet de visuellement comprendre rapidement la complexité. Ensuite, ben voilà, on développé certains détails. On va analyser l'idée plus en avant et notamment avec trois catégories, les avantages, les risques et les propositions. Alors, les avantages, c'est ce qu'apporte l'idée au problème, hein, ce qu'elle va, ou ce qu'elle est, en quoi est-ce qu'elle est mieux que d'autres idées, voilà. Hein. Les risques, c'est les critiques au problème, hein, c'est ce qu'elle peut, c'est ses inconvénients, ces inconvénients aussi probabilistes, voilà, ce qui pourrait arriver, hein, les points d'attention. Et les propositions, eh ben, ça va être finalement les manières de mitiger ces risques. Ben oui, directement maintenant, vous pourriez dire, bah oui, il y a ce risque-là, mais je pourrais préventivement faire ceci qui minimisera la probabilité de ce risque ou qui minimisera l'effet de ce risque, hein, ou je pourrais, si jamais ce risque arrive, hein, mettre en place une suite d'actions qui voilà, en réduirait les conséquences une fois que c'est arrivé. Très bien. On terminera par ben, le titre de cette idée. Hein, un titre voilà, qui permettra de voilà, préparer une communication avec voilà, un nom d'idée qui soit sexy, on va dire ça comme ça, hein, voilà, qui parle, mais qui soit un petit peu créatif aussi, qui nous permettent de nous réunir autour de cette idée. Voilà. Euh, donc voilà, outil simplissime, mais c'est pas mal de, voilà, de structurer en disant, ben voilà, titre, description, avantages, risques, mitigation. Ça, c'est les choses à côté desquelles je ne peux pas passer pour décrire mon idée. Voilà, hein, formaliser l'idée via une fiche idée. Bien, alors en pratique, ben, on fait ça souvent après hein, la réunion d'émission d'idées, hein, donc ben, voilà, on est typiquement au bon endroit ici dans la convergence. Euh, qui, ben, un responsable peut être nommé pour chacune des fiches. C'est parfois pas mal d'avoir quelqu'un qui n'aime pas l'idée d'ailleurs. Hein, parce que du coup, il risque de ne pas minimiser les risques. C'est pas le moment de minimiser les risques. Hein, on peut y aller vraiment franchement, en gardant à l'esprit que tout le monde pourra amener des propositions pour mitiger ces risques par la suite. Hein, mais là, on veut vraiment bien avoir les inconvénients de l'idée si jamais ils existent pour pouvoir hein, y réfléchir par après. Alors, quelques conseils. Ben, le premier conseil, c'est que toutes les idées ne doivent pas forcément être formalisées dans une fiche idée. Hein. Il s'agit de voilà, formaliser celles qu'on estime déjà intuitivement
qui ont un certain potentiel, voilà. Hein, il peut y avoir un peu de déchets. Alors attention à ne pas jeter directement ce déchet non plus, parce que hein, on se rappelle qu'en créativité, les déchets elles permettent de se démultiplier, de rebondir dessus. Peut-être que ça nous paraît être un déchet aujourd'hui, mais que en reprenant ça un peu plus tard, on se dit ah, mais maintenant les conditions ont changé, et que finalement ce qui paraissait être un déchet n'en est pas un, etc., etc. Donc pas trop vite jeter les idées, mais c'est pas pour ça que chaque idée doit être décrite dans un grand détail, un grand niveau de détail. Euh, alors, ne pas hésiter ici à combiner les différentes idées, hein, venant du diagramme d'affinité. Je prenais, jeter une partie de ce qu'il y a dans les catégories, combinez-les entre eux. Éventuellement, vous pouvez aller chercher des parties d'idées dans d'autres catégories aussi. Hein. Donc ça, c'est important. C'est le bon moment pour essayer de chipoter avec les différentes catégories. Ça permettra notamment de mitiger les risques, parfois d'en ajouter aussi, mais voilà, hein, et de combiner les avantages, de multiplier les avantages afin voilà, d'avoir quelque chose qui soit vraiment optimum. Pourquoi pas non plus transformer l'idée, hein. Il ne faut pas se dire ah maintenant la génération d'idées est finie, maintenant je me contente certainement avec ma casquette du juge. Non 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 non. À ce moment-ci, c'est certainement en exposant les risques ou en voyant les avantages de d'autres idées, vous allez dire oui mais là je peux un peu transformer pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là aussi ou de pouvoir éviter ces risques-là. Pas de problème. Hein, c'est encore le but d'être créatif à ce moment-ci. Alors, le gros inconvénient serait d'avoir un long texte décrivant les détails très approfondis de cette idée et que ce texte soit, voilà, que personne ne le lise parce qu'il soit trop long, pas assez structuré, etc., etc. Hein, donc, euh, on favorise les images, on favorise éventuellement les processus, hein, les choses claires, facilement, rapidement compréhensibles, etc. Voilà, hein, le but c'est de pouvoir dégager l'intérêt de cette idée sans noyer l'idée dans trop de détails qui voilà, amènerait une charge cognitive trop importante pour pouvoir partager cette idée. Voilà, finalement, ben, demandez-vous quand même qui va devoir lire cette fiche. Est-ce que c'est un non spécialiste ou peut-être que c'est un spécial, que c'est une idée qui est dédiée à des gens qui ont tous des notions communes et donc vous pouvez vous épargner le détail de description de cette notion. Voilà euh, pour cette fiche idée. Alors, on peut passer maintenant à l'étape suivante, qui est l'étape d'évaluation, toujours avec cet état d'esprit du juge. Hein, et ben, comme pour les autres étapes, vous pouvez vous demander ben, quelles sont les manières que j'utiliserai pour évaluer et comparer des idées afin de choisir celle ou hein, le groupe d'idées qui serait euh, à implémenter. Hein. Typiquement, ben, on va déterminer la valeur de ces différentes idées en partant de critères qu'on va essayer de pondérer, c'est-à-dire qu'on va essayer de dire quels sont les critères les plus importants et pour chacun de ces critères, voilà, comment score chacune des idées dans chacun de ces critères. Bien. Alors, pour ça, on utilise ce qu'on appelle un tableau d'évaluation objective. En tout cas, c'est la petite recette de cuisine que je vais vous proposer. Le principe, c'est, en tout cas sur trois catégories de base, d'aller noter chacune des idées. Donc, on le fait souvent par vote et à scrutin caché. Par vote, ça permet voilà, de comment dire, d'avoir accès à la subjectivité de chacun sans avoir des critères trop précis. Moi, je serais très partant pour déterminer des critères plus précis, mais voilà, euh,
on peut le faire. Ici, je vous propose simplement de faire subjectivement, par vote, hein, de noter l'efficacité face au problème de 1 à 5. Alors, scrutin caché, pourquoi? Parce que certainement quand on fait appel à une notion subjective sur l'efficacité, comme on le propose maintenant, on risque d'être influencé par la réponse des autres. Okay, et ça, c'est intéressant de pouvoir voir finalement ce que chacun a dit, enfin pense à propos de ça, hein, et de voir un petit peu les arguments de chacun. Et ça sera plus juste à scrutin caché parce que vous ne vous ferez pas influencer par la réponse des autres qui pourrait être, voilà, qui pourrait vous biaiser en fait dans votre perception de l'efficacité de cette idée. Donc voilà, on dit voilà l'idée numéro un. Comment est-ce que vous pensez qu'elle est efficace, hein? Alors vous pouvez faire de 1 à 3, de 1 à 5, voilà, ou même de 1 à 4. Euh, alors, vous pouvez soit, si vous avez un petit nombre d'idées, passer toutes les idées à l'étape suivante. Si vous avez un grand nombre d'idées, vous pourriez carrément mettre de côté les idées qui sont considérées comme totalement inefficaces, hein. Genre 1 et 2, c'est carrément pas efficace pour résoudre le problème. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez jeter ces idées-là, hein, de nouveau, euh, mais dans un premier temps, c'est peut-être pas les idées qui vont être prioritaires. Voilà. Donc à vous de voir si c'est compliqué de noter toutes ces idées. Si vous en avez un nombre limité, vous pouvez passer directement à l'originalité sur toutes les idées, hein, mais si vous en avez un peu trop, entre guillemets, hein, vous pourriez déjà éliminer les idées qui ne sont pas efficaces. Ensuite, vous allez noter l'originalité. Ok, et mais puisque c'est ici une séance de technique de créativité, ce que vous voulez, c'est des idées originales, hein, et donc, de nouveau, vous votez à scrutin caché, ce que vous trouvez, hein, et vous allez prendre, hein, les idées les plus originales. Voilà, de nouveau, en fonction du nombre d'idées que vous avez, vous pourriez les idées complètement banales les laisser tomber à ce moment-ci, ou pas. Et puis finalement, vous allez noter la faisabilité. Alors, la faisabilité, c'est pas la même chose que l'efficacité, hein. L'efficacité, c'est est-ce que ça répond au problème, et la faisabilité, c'est est-ce que c'est facile de le mettre ça en œuvre. Ok. Et une fois que vous avez noté la faisabilité, vous pouvez finalement faire une pondération. Alors, soit vous multipliez l'efficacité, l'originalité et la faisabilité, soit vous additionnez l'efficacité, l'originalité et la faisabilité, suivant ce que vous désirez faire. Et voilà, ça vous permet de voir sur ces trois critères-là quelles sont les idées qui vont arriver au sommet de la hiérarchie. Alors, notez que vous pourriez prendre d'autres critères. Moi, je trouve que efficacité, originalité et faisabilité sont trois critères qu'on peut de toute façon prendre en compte. Ils sont tous les trois importants, hein, mais voilà, la rapidité de mise en œuvre, hein, ça pourrait être voilà, soit une subdivision de la faisabilité, soit carrément une catégorie en plus. Voilà, si les délais sont quelque chose d'important pour vous, voilà, vous pourriez rajouter ce critère-là. Pourquoi pas la sécurité, hein. Euh, on notera aussi le coup de cœur. Pourquoi le coup de cœur? Parce que, rappelez-vous, on en a parlé quand on a parlé des chapeaux de Bono, où j'avais dit, voilà, vous pourriez utiliser, hein, dans votre évaluation, le chapeau rouge, hein. Le chapeau rouge, c'est vraiment le coup de cœur, ça veut dire, ouais, voilà, lequel est-ce que vous sentez particulièrement bien. Je vous rappelle que c'est un bon indicateur de la motivation que vous aurez à implémenter cette idée, si vous l'aimez bien, tout simplement, hein, et que c'est une manière rapide d'évaluer les idées, hein. Ça pourrait être, si vous n'avez pas envie de faire tout un truc d'évaluation, qu'il y en a une que je dis, oh, celle-là, elle a l'air trop bien, ça me donne trop envie de la mettre en place, mais finalement, c'est peut-être simplement la meilleure idée, et il faudra peut-être pas pousser plus en avant ce tableau d'évaluation objective.
Voilà. À vous de voir, hein. Voilà, moi je vous propose ce tableau d'évaluation objective, ça me semble une bonne manière de faire. Vous pourriez aussi rajouter une catégorie coup de cœur dans ce tableau d'évaluation objective pour voilà, avoir un ratio de ou une évaluation de la motivation des troupes à euh, mettre en place cette idée. Voilà. Euh, alors, euh, c'est très utile ce tableau d'évaluation objective, déjà pour se faire une idée entre guillemets objective, même s'il y a des parties ici subjectives dans la note que vous allez mettre, hein, mais vous pourriez aussi mettre finalement des sous-critères qui pourraient rendre plus objectif ce tableau d'évaluation objectif, hein, et donc vous aurez voilà, un tableau de représentant les différentes idées avec un certain classement. Hein, et éventuellement certaines corrélations vous pourriez trouver entre des idées, voilà, à faire un groupe d'idées originales, et ça aussi, c'est pas parce que vous mettez les choses dans un tableau maintenant que vous êtes strictement interdit de retourner en arrière et pourrait dire mais tiens, ici on a un groupe d'idées originales qu'on pourrait retravailler ensemble, etc., etc., hein, ou un groupe d'idées faisables, ou voilà. Hein, où on peut encore combiner des choses à ce moment-ci aussi. Voilà. Alors très certainement, si vous avez un immense panier d'idées, ben, ça permettra de limiter le nombre de ces idées si c'est nécessaire, hein. Et donc, n'oubliez pas que ben, le tableau d'évaluation objective, enfin, vous pourriez le faire tout seul si vous aviez, mais le but c'est de le faire en groupe, évidemment, pour avoir un petit peu euh, l'input de gens qui sont de formations différentes, et donc qui ont des connaissances différentes, et donc qui pourront finalement donner des avis plus éclairés sur chacun de ces catégories. Voilà. Très bien, hein. Et donc, je vous ai dit, voilà, vous pourriez additionner ou multiplier les différentes catégories. Euh, on pourrait simplement se demander, hein, et réfléchir en groupe, si oui ou non, hein, donc ce serait une échelle à 2, hein, c'est efficace, original et faisable, et de ne prendre que ceux qui font oui, 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 hein, et de discuter jusqu'à ce que ce soit oui, oui, oui ou non, hein, voilà, et de se mettre d'accord à l'unanimité. Ce serait aussi une manière de faire ça de manière cohérente. Bien. Ok, ben on en a fini avec les outils du juge. On va pouvoir passer à notre dernier personnage, hein. Donc, après ces deux étapes, convergence et évaluation, qu'on a mis sous le chapeau du juge, on va parler de l'adhésion et de l'innovation qu'on mettra sous le chapeau du conquérant. Alors, le conquérant, il va utiliser deux étapes, l'adhésion en premier, et pour cette adhésion, comme pour les autres étapes, vous pourrez faire vos propres outils d'adhésion. Certainement pour l'adhésion, il y a plein de bonnes manières de faire. Comment partager une idée, une opinion, les faire sienne. Ok, ça c'est adhérer finalement, enfin c'est de aller chercher l'adhérer, hein. Et ce qu'on va vouloir vraiment, c'est de mobiliser autour de l'idée, du projet, hein, voilà, d'être sûr que toutes les troupes soient derrière et que personne ne va chercher à saboter ce projet quand on va l'implémenter, hein. Et c'est particulièrement difficile parce que toute idée, certainement si c'est une idée de rupture, ça va amener des nécessités de changement, et les humains ils aiment pas trop changer, donc il faut vraiment qu'on soit motivé à le faire pour que ça fonctionne. Alors, je vais vous proposer deux outils ici, trois même, hein. Le premier, c'est simplement un registre des parties prenantes. Ben oui, quand on a une idée, on a trop facilement tendance à oublier certaines personnes qui seront soit impliquées dans le projet, soit même
concernés par le projet. Ça veut dire que le projet aura des impacts sur leurs activités, sur leur vie de tous les jours, etc., etc. Donc, la première chose, c'est de se dire, bien, ben voilà, il y a deux axes. Il y a qui j'ai besoin dans le projet pour que ça fonctionne, hein, et ben, ce projet va avoir des conséquences sur qui. Ok. Et donc, première étape d'identification de toutes ces parties prenantes, on peut commencer par simplement les parties prenantes, un concept classique des parties prenantes ici en entreprise, hein, les managers, les travailleurs, les actionnaires, la société et tout ce que peut comprendre la société. On peut diviser ça en plusieurs catégories. Les bailleurs de fonds, les fournisseurs, éventuellement l'État, hein, les clients, donc tout ça ce sont des parties prenantes potentielles. Cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est finalement à l'extérieur de l'entreprise, ben voilà, est-ce que hein, il y a des, des parties prenantes qui vont avoir des implications sur l'implémentation de cette idée, hein, ou sur lesquelles l'implémentation de cette idée va avoir des conséquences. De manière plus micro, on va dire, les parties prenantes d'un projet, hein, ça va être des gens un peu plus précis hein, que ces parties prenantes au niveau de systémique, on va dire ça comme ça. Et ben, typiquement, on va avoir celui qui propose l'idée, qui ne sera pas forcément le même que celui qui décide de réaliser l'idée. Très bien. Hein. Euh, qui finance l'idée, ça c'est aussi important. Hein. Et donc là, on a un petit peu le point de départ. Alors, une fois qu'on a une idée, qui voilà, qu'on décide de réaliser et pour lequel on a des fonds, on va commencer à aller plus vers l'opérationnel. On va se demander, ben oui, qui va mettre concrètement en œuvre cette idée. Alors, tout ça peut être la même personne, mais voilà. C'est important de se demander hein, si ce sont des personnes différentes, si ce sont des groupes de personnes différentes. Hein, ça peut être aussi un département, un cercle de décision, etc., etc. Et puis, on aura aussi des acteurs institutionnels dont je vous ai déjà parlé, donc qui pourraient avoir de l'influence sur ce projet, éventuellement des tiers qui pourraient s'opposer hein, au projet, des gens sur lesquels ce projet aura des implications. Et puis, on aura par après l'équipe opérationnelle qui va se charger de maintenir ce projet dans la durée. Alors, aussi bien des gens qui vont utiliser le, ce qui va être créé par le projet que des personnes qui vont assurer le suivi stratégique de cette idée et typiquement la gestion, la maintenance, etc., etc. pour que voilà, hein, il faut se demander, ben voilà, qui va utiliser ça, qui va maintenir ça, qui va réfléchir à intervalles réguliers, voir si cette idée est toujours au top de sa forme, etc., etc. Donc ça fait pas mal de personnes, hein, finalement, qu'il va falloir identifier. Si vous avez de la chance, vous avez certaines personnes qui ont plusieurs casquettes et donc ça peut aller plus vite, mais voilà, dans potentiellement une grande organisation, ça peut être des tas de gens différents. Bien, alors une fois qu'on les a identifiés, c'est-à-dire qu'on l'a nommé et que on a dit en quoi est-ce que c'était une partie prenante, on va évaluer pour chacune de ces parties prenantes toute une série de choses et notamment leurs exigences. Ok, ok, c'est très bien, vous avez une idée, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous désirez qu'il soit inclus dans cette idée? Donc on voit hein, que maintenant ça va être important que les exigences de tout le monde, les besoins et les peurs de tout le monde, c'est comme ça qu'on pourrait dire, les besoins et les peurs de tout le monde soient adressés par le projet. Bien.
quelles sont leurs attentes par rapport à chacune des étapes du projet, hein. Est-ce qu'ils désirent être informés? Est-ce qu'ils désirent, etc., hein. On peut avoir différents types d'attentes. Et leur capacité potentielle, c'est-à-dire que euh, ben, il y a aussi des gens dans ces parties prenantes qui vont devoir mettre la main à la pâte, ok, et vous devez savoir finalement ben, de quoi est-ce qu'ils sont capables et en quoi est-ce qu'ils peuvent aider le projet. Bien. Une fois que vous avez fait toutes ces évaluations, vous allez vouloir classer, hein, les parties prenantes selon toute une série de catégories. Et typiquement, je vous en ai, comment dire, décrite ici quelques-unes, interne, externe, ok. Alors, vous allez vouloir aussi décrire l'engagement actuel et désiré selon une échelle de valeur plus ou moins détaillée. Vous allez vouloir aussi décrire l'attitude et l'influence de chacune des parties prenantes. Voilà, est-ce que, hein, mettre un petit coup de sonde et dire tiens, est-ce qu'il trouve que cette idée c'est chouette ou c'est pas chouette? Et finalement, est-ce que il pourrait torpiller mon projet? Est-ce que j'ai besoin de lui ou pas? Ok. Et finalement, le niveau de synergie ou d'antagonisme avec l'idée, hein. Le principe ici est de se demander, ben voilà, si cette idée pourrait l'aider à atteindre ses objectifs, ou si au contraire cette idée va l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Ok, chose voilà, qui est intéressante. Bien. Alors, une fois qu'on a bien décrit ce registre des parties prenantes, alors pour information en pratique, alors idéalement on va vouloir mettre en place une base de données, mais c'est quand même relativement technique de mettre une base de données. Certainement, si vous voulez que cette base de données génère vos communications automatiquement, voilà, hein, il y a certains gestionnaires web qui peuvent exister et qui valent leur pesant de cacahuètes. Ici, moi, je vais simplement vous proposer d'utiliser un tableur. Ça force à réfléchir vraiment comment est-ce que vous voulez customiser votre voilà vos différentes parties prenantes, hein, votre registre, et on va particulièrement regarder de plus près ces colonnes que j'ai appelées ici, attitude, influence, qui va me permettre de construire une certaine matrice qu'on va utiliser, et l'engagement actuel et l'engagement désiré, hein, qui va me permettre de mettre en place un plan d'action pour amener toutes mes parties prenantes au niveau d'engagement désiré. Bien, voilà, vous voyez évidemment ici que j'ai prévu quelques autres colonnes, notamment, ben, est-ce que j'ai déjà inclus cette partie prenante dans mon plan de communication? Ok, ça me permet voilà, de le gérer et dans mon registre des risques aussi, hein, puisque ben, peut-être que le contact avec cette partie prenante va amener des risques, hein, notamment voilà, des risques de refus du projet ou de certaines tâches. Voilà, hein, ben, vous voyez ici que j'ai proposé hein, une petite case pour décrire un petit peu ses attentes, ses exigences, ses capacités. Et dernière colonne, présenter, ça veut dire, mais finalement, est-ce que cette partie prenante a été présentée entre guillemets, hein, à l'ensemble de l'équipe, hein? Ben, ça simplement, vous dites, ben voilà, est-ce que l'ensemble de l'équipe sait qui chacun connaît personnellement chacune des parties prenantes, hein, voilà, c'est quelque chose qui est important de se dire que voilà que les différentes composantes de l'équipe se connaissent l'une l'autre, sachent euh, voilà, puissent avoir des informations à propos des autres personnes et idéalement puissent se connaître de manière un petit peu plus approfondie. Bien. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est ben, une échelle qu'on peut utiliser sur l'engagement désiré, hein, enfin la comparaison entre le niveau actuel et le niveau désiré. Hein, et typiquement, ça va s'il y a une différence entre le niveau d'engagement actuel et le niveau souhaité, eh ben ça va me dire, bah,
il faut que j'y fasse quelque chose. Il faut que j'y fasse quelque chose, et donc je dois inclure une action à mon plan de communication. Alors, ici, inconscient signifie ben, la personne, enfin la partie prenante, ne connaît pas l'existence de mon idée ou de mon projet. Et ben, résistant, ça veut dire qu'il l'aime pas, qu'il y a des problèmes avec cette idée, ok, qu'il va falloir aller dénicher. Neutre, ça veut dire qu'il s'en fout. Et supporter, ça veut dire que ben, il est derrière ce projet. Il se dit tiens, j'ai quelque chose à retirer de ce projet et je le pense positivement. Alors, leader, ça veut dire que là, il serait carrément activement engagé pour contribuer au succès du projet. Hein. Ça veut dire que ben, il est prêt à mettre la main à la pâte ou qu'il met la main à la pâte. Donc ça, c'est vraiment positif. Voilà. Bien. Alors, une fois que j'ai, pour chaque partie prenante, déterminé ses niveaux, eh ben, je détecte, voilà, dans la première partie prenante, il est résistant et j'ai besoin qu'il soit au minimum neutre, si, parce qu'il a la capacité de me mettre des bâtons dans les roues. Par contre, la partie prenante numéro 2, ben voilà, j'ai besoin qu'il soit supporter et j'ai fait un coup de sonde et il est vraiment supporter, donc c'est cool, je dois pas, à court terme, faire quelque chose de ça. Bien. Alors, chaque fois que j'ai une différence, je vais intégrer cette différence à mon plan de communication. Et là, ben, je vous propose, pour ce plan de communication, de manière relativement basique, hein, d'utiliser un QQO-QCP pour voir un petit peu, ben voilà, est-ce que j'ai défini finalement le contour de chacune de ces communications que je vais faire. Ok? Donc, une ligne chaque fois que j'ai une partie prenante qui est décalée par rapport à enfin en tout cas une communication chaque fois que j'ai quelque chose qui est décalé. Et maintenant, plusieurs parties prenantes peuvent être regroupées sous une même communication. Ok. Alors, premier point d'attention, un plan de communication, c'est à deux sens. C'est aussi, ça doit inclure les communications que je dois recevoir. C'est un plan de gestion de l'information. Ok, donc bah, parfois, hein, il n'y a pas que ce que moi je dis qui est important, c'est aussi aller rechercher finalement les informations là où elles se trouvent. Voilà. Alors, acquis, hein, c'est peut-être la première chose, mais c'est simplement aller prendre les parties prenantes qui seront concernées par cette communication, et je vous ai déjà dit comment les sélectionner. Euh, qui c'est qui fait le message, mais aussi qui envoie le message. C'est pas toujours la même personne qui va faire et envoyer le message. Notamment, on verra par après, à l'aide de la matrice attitude-influence, que vous avez parfois intérêt à vous faire supporter par quelqu'un qui a une aura, voilà, un leadership qui va crédibiliser le message. Et donc, c'est intéressant qu'il soit envoyé par la personne qui a le plus de crédit auprès de l'audience. Voilà. Hein. Et voilà. D'un autre côté, voilà, certaines personnes sont plus douées pour faire certains messages, certainement sur le quoi, quel message, hein, quel message et le où, le comment, quel média, voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour mettre en forme ce message. Donc quoi, quel message, qu'est-ce qu'il doit faire, hein, informer, convaincre, pousser à l'action, ok, tout ça c'est des choses, hein, en quoi est-ce que ça va apporter du bénéfice pour le projet et où en est l'état d'avancement. À qui, eh ben, suivant hein, ces parties prenantes, on en a déjà parlé, quand, alors ça c'est important aussi d'avoir une certaine flexibilité quand ce quand. Donc vous pouvez mettre une date et dire bah voilà ça c'est le bon moment, mais cette date va probablement être liée aussi à un bon tempo, ok. Le bon tempo ça veut dire avant ou après quelle tâche, ok. Hein. Voilà. Pourquoi c'est aussi l'objectif, c'est-à-dire quel est le résultat qu'on veut obtenir de cette communication. Voilà. Hein. Et n'oubliez pas,
n'oubliez pas que dans la communication, tout ce qui est formation, tout ce qui est gouvernance, c'est aussi important, hein. Donc, il se peut que vous ayez des parties prenantes qui doivent devenir leaders, mais qui doivent être formés pour devenir leaders et qui manquent certaines capacités. Donc ça aussi, intégrez-le dans votre plan de communication, hein. Gouvernance, c'est de voir un petit peu comment est-ce que le sponsor, les personnes qui ont une influence doivent être maintenues au courant et en quoi est-ce qu'elles doivent avoir la possibilité de prendre certaines décisions à certains moments clés. Voilà. Voilà. Acquis, hein, il peut y avoir aussi une typologie possible, hein, acteur clé, attentif, actif, passif. C'est une proposition de typologie. Voilà. Bien. Alors, pour déterminer dans quel ordre vous allez travailler votre partie prenante, je vous propose un deuxième petit outil qui est la matrice attitude-influence. En fait, c'est un troisième outil. Bien. Alors, la matrice attitude-influence, elle vise à définir ce qu'on appelle une stratégie d'acteur, hein, c'est-à-dire comment favoriser l'acceptation du changement que vous allez proposer en séquençant les acteurs que vous allez, l'ordre dans lequel vous allez voir certains des acteurs. Ok. Bon, parce que toutes les stratégies n'ont pas la même portance, c'est-à-dire la même efficacité. Voilà. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de se mettre le plus d'acteurs possible de son côté, et spécialement les acteurs qui ont un gros pouvoir de décision ou d'influence. Voilà, hein, et vous allez vouloir les associer. Alors, bon, évidemment, vous partez de votre fichier de partie prenante, hein, donc vous avez, ils sont identifiés, si vous en manque, vous les rajoutez, hein, et voilà, vous partez de les deux informations de ce fichier qui sont l'attitude et l'influence, hein. Donc l'influence, c'est est-ce qu'ils ont finalement un certain pouvoir face au projet, on va détailler ça par après, et la position ou l'attitude, c'est simplement est-ce qu'ils aiment bien ou est-ce qu'ils aiment pas. Et il faut se rendre compte que ben, tout le monde ne va pas aimer votre idée. Il va y avoir des gens qui n'aiment pas votre idée, hein, et souvent même par défaut, les gens n'aiment pas le changement, donc ils vont pas aimer votre idée. Et voilà, il y a des gens qui ont vraiment de l'influence et qui pourraient faire tout capoter simplement parce qu'ils n'aiment pas. Donc ça, c'est d'abord important de s'en rendre compte, parce que souvent, quand on aime bien soi-même une idée, on se dit ah ça va être génial et ça, non, ça va pas forcément être génial. Bon, alors comment est-ce qu'on fait ça pratiquement? Pratiquement, on va prendre nos acteurs un par un et on va les critérier, enfin les évaluer selon nos deux critères. L'un étant l'influence, et là typiquement vous allez regarder, ben voilà, est-ce que cette personne a un droit de décision ou un droit de veto? Là, elle serait à influence maximum. Est-ce que cette personne, si elle n'est pas motivée, ça va faire capoter le projet? Bah, alors à ce moment-là, il faudrait aussi, là, vous allez avoir besoin hein, qu'elle soit motivée, hein. Donc s'il n'est pas motivé, ça va pouvoir faire un problème. Donc c'est aussi une influence élevée. Est-ce que cette personne, elle a une capacité à torpiller mon projet si jamais elle l'aime pas? Ok, si c'est le cas, je vais aussi plutôt la mettre dans les influences élevées, etc., etc. Hein. Donc, regardez, mettez-vous un petit set de critères sur lequel vous allez pouvoir mettre, voilà, hein. Typiquement, bah, ici j'ai mis on-off, hein, forte faible dans le graphe de droite, mais voilà, une échelle sur 4 ou sur 5, ça peut être pas mal, ou sur 3 ce serait peut-être un bon truc aussi. Donc vous voyez le niveau de détail auquel vous voulez, évidemment. Au plus vous avez d'acteurs, au plus vous voulez un niveau de détail important. Si vous n'avez pas grand monde, forte faible, ça suffit euh,
En définitive, forfait, vous voulez juste savoir vers quels acteurs vous voulez aller et quels acteurs vous pouvez laisser tomber dans un premier temps. Bien. Deuxième chose, analyse leur attitude. Analyser leur attitude, c'est-à-dire aller les voir et mettre un petit premier coup de sonde et se dire tiens, cette idée-là, vous leur présentez, dit qu'est-ce que t'en penses là, là. Donc ça permet de voir directement lesquels sont plus positifs. Hein. Là, 3 c'est un minimum, hein, de voir ceux qui sont yes, on y va, d'autres qui ouais, ça pourrait peut-être, voilà, hein, et d'autres non, 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 ça me déplaît fortement pour telle raison et telle raison. Voilà. Une fois que vous avez mis ça sur la table, très bien, prenez bien note des différentes choses et mettez en place votre plan d'action, c'est-à-dire, dans un premier temps, mettre les parties prenantes qui n'ont pas d'influence un peu de côté, se concentrer sur ceux qui ont une forte influence, et parmi ceux-là, allez voir en premier lieu ceux qui sont positifs. Hein, je répète, allez voir en premier lieu ceux qui sont positifs. Et c'est pas forcément naturel, en tout cas pour moi au début c'était pas naturel. J'avais tendance à dire ah ceux-là ont beaucoup de critiques, donc c'est ceux-là que je dois convaincre. Et donc j'allais voir ceux-là en premier. Et il se fait que c'est pas une bonne stratégie. Hein. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que finalement ceux qui aiment bien votre projet, ils auront quand même quelques critiques. Et c'est important d'adresser ces critiques-là en premier pour qu'ils soient mais complètement de votre côté. Et probablement qu'une fois que les personnes influentes qui sont presque totalement de votre côté sont complètement de votre côté, vous allez pouvoir créer une dynamique de groupe où vous plus ces personnes vont créer finalement un effet d'entraînement en disant ben voilà, nous on aime bien cette idée et les autres vont pouvoir voir tiens il y a un gros groupe là, enfin un groupe de personnes là qui ont de l'influence et qui sont pour cette idée-là, et donc ça va mettre le pied à l'étrier de votre idée. Voilà, hein, donc il y a un effet grégaire sur lequel vous capitalisez, qui est la première chose importante. Hein, parce que voilà, il y a un groupe de personnes qui voient leur intérêt mutuel, hein, hein, qui voient ces propositions gagnant-gagnant émerger. Voilà. Donc là, vous avez reformulé vos idées en fonction de ces personnes qui étaient pour, ok? Et maintenant, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces personnes pour aller convaincre les leviers en premier lieu, ok? Donc ceux qui sont hésitants, ok? Pour de nouveau renforcer votre groupe, hein, et évidemment, puisque vous avez toute une série de personnes influentes à vos côtés, eh ben, les leviers seront beaucoup plus facilement convaincus que si vous aviez été directement les voir. Ok, donc hein, vous vont se dire ok, il y a des personnes importantes là pour qui ce projet est important, donc je vais prendre du temps et je vais regarder vraiment hein, il va y aussi y avoir des choses qui freinent, qu'il faudra régler, qu'il faudra intégrer, mais voilà, ce sera plus facilement hein, faisable avec du poids derrière soi. Et une fois que vous avez acquis les leviers à votre cause, vous pourrez aller chercher les dangereux hein, avec évidemment le corps des gens influents derrière vous et pour les convaincre. Bien, alors, donc, je me répète, mais c'est important, vous voudrez absolument éviter d'aller voir en premier les dangereux. Hein, souvent parce que vous avez hein, le rôle de project manager, donc vous avez une certaine influence, mais elle n'est pas totale, hein, et donc vous risquez de vous faire torpiller euh, un petit peu trop rapidement. Voilà. Euh, donc allez voir les catalyseurs d'abord, et puis les leviers, et puis les dangereux, et puis voilà. Alors, bon, c'est pas parce que vous faites comme ça que vous n'aurez pas de choses bloquantes hein, au niveau des leviers ou certainement au niveau des dangereux. Et parfois, il y a des choses qui bloquent et qui, voilà, même si vous avez eu une bonne stratégie, va convaincre les catalyseurs que c'est bloquant. Vous êtes peut-être donc
contraint au repli, eh ben, essayez de voir hein, si vous ne pouviez pas abandonner une partie du projet qui génère ce blocage. Ok, c'est une possibilité. Dans tous les cas, c'est pas parce qu'une personne est critique vis-à-vis de votre projet que c'est forcément un ennemi à abattre. Ok. Privilégier la collaboration et donc une certaine empathie, une certaine compréhension de ce qui a pu créer cette réaction négative. Hein. Est-ce que c'est le fond du projet? Parfois, c'est juste la manière de présenter votre projet ou votre idée qui ne va pas. Hein. Voilà, vous avez peut-être, enfin moi ça m'est arrivé en tout cas, j'ai un caractère rouge un peu fonceur et ça déplaisait aux personnes qui je présenterais. Hein. Mais par contre, quand j'ai appris hein, à présenter ça de manière plus nuancée, en lui demandant son avis, comment est-ce qu'il ferait lui s'il devait implémenter un tel projet, et ben là les choses émergent plus doucement et je peux intégrer ça voilà, en n'hésitant pas de lui rendre le crédit de ses idées et donc à ce moment-là, cette personne se sent valorisée et ça marche mieux. Voilà, parfois c'est juste la manière de présenter les choses hein, qui pêche. Et donc ça vous permet aussi d'apprendre sur votre manière de faire. Bien, alors ça nous permet de passer à la dernière étape qui est l'innovation. L'innovation toujours avec notre casque de conquérant. L'innovation qui, comme les autres étapes, hein, il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire l'innovation. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec l'innovation? C'est matérialiser en fait ces idées. Okay. Jusqu'à présent, on a beaucoup pensé, on a beaucoup parlé, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le monde réel. Okay. Donc l'innovation au sens strict, ici, hein, c'est l'ensemble des processus qui vont permettre d'introduire cette idée nouvelle jusqu'à sa matérialisation, okay, de la rendre réelle, de la rendre concrète. Voilà, vous pouvez prendre 5 minutes pour vous dire quelles sont les différentes manières de faire ça. Bien. Alors moi ce que je vais vous proposer comme petite, enfin je dis petite parce que ici je vais la résumer à l'extrême, hein, mais comme petite recette de cuisine, c'est une manière de faire qui m'a été inspirée par le PMI, Project Management Institute, parce que oui, hein, l'innovation, finalement c'est très proche du project management. Et ce project management, eh ben, il a enfin, en tout cas, la recette de cuisine proposée par le PMI, elle a une dizaine d'ingrédients. Alors, vous retrouvez dans cette dizaine d'ingrédients les parties prenantes et la communication, mais donc, comme on a déjà couvert ça, eh ben, je ne vais plus en reparler maintenant. Euh, il va falloir évidemment intégrer ces parties prenantes et cette communication au reste des sujets sensibles de l'innovation. Hein, et donc l'intégration, finalement, c'est probablement le plus difficile dans toute cette innovation. Ça veut dire prendre l'interrelation entre ces différents sujets sensibles en compte et pouvoir les combiner au mieux des objectifs. Hein. Et pour ça, je vais passer par le contenu, hein, qui s'appelle le scope aussi en project management, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre concrètement sur pied, voir un petit peu dans quel délai ça va pas pouvoir se faire, qui est-ce que j'ai besoin comme participant actif à ces à l'élaboration de ces différentes choses. Quel apport, c'est finalement quel matériel, quel approvisionnement, c'est ça, quel approvisionnement j'ai besoin pour mettre sur pied ce contenu. Quel est le niveau de qualité à la fois des ressources, des approvisionnements, mais aussi du résultat final que je vais vouloir avoir. Et en fonction de toutes ces choses, je vais générer un certain coût. Okay. Donc contenu plus délai, plus ressources humaines, plus approvisionnement, plus qualité va mener à un coût. Ok. Hein, et finalement, je vais générer dans tout ce processus un certain nombre de risques que je vais vouloir minimiser. Donc, je vais vous proposer une série d'outils qui vont adresser chacun de ces sujets sensibles.
hein, et ben voilà, on va essayer de pouvoir intégrer tout ça pour pouvoir augmenter la probabilité de réussite de notre matérialisation, de notre concrétisation de notre IT. Alors, première chose qu'on va essayer de décrire plus en avant, c'est le contenu. On appelle ça aussi le périmètre. Alors le périmètre, il va être déterminé à partir des exigences qu'on aura recueillies auprès de chacun de notre partie prenante. Ok. Donc on part de ça, on part de notre fichier de partie prenante, on se dit, ben voilà, quelles sont toutes les exigences pour mettre sur pied cette idée. Bien. Hein, on va évidemment pas prendre ces exigences comme ça brutes, hein. On va essayer de comprendre chacune de ces exigences, vérifier qu'elles ont une valeur, en les mettant sur pied, on a un vrai bénéfice qui va être mis en place, et donc décrire ce bénéfice, parce que c'est important aussi. Ce bénéfice, ça va nous servir de mesure finalement de l'efficacité de notre implémentation. Bon, ensuite, une fois qu'on a requis ces exigences, on va les compléter en définissant notre périmètre, c'est-à-dire les exigences. Mais ces exigences, elles vont être compilées par quel livrable? Très bien. Donc ça veut dire un livrable, c'est quelque chose de concret, ok, qui va être posé sur la table et qui va remplir cette exigence. Ok. Pour déterminer que ce livrable répond à ces exigences, quels critères, quels critères je vais pouvoir développer pour mesurer à quel point le livrable répond à l'exigence. Alors, ce critère, il a deux faces qui doivent être importantes. Ça doit être critère d'acceptation finale. Okay. Une fois que mon livrable est fait, ben, quelle checklist de critères je dois cocher en disant ok, ça c'est fait, ça veut dire que j'ai rencontré l'exigence, ça c'est fait, ok, c'est bon. Mais aussi, ça peut être aussi des critères qui vont permettent de mesurer l'avancement du livrable. Et ça, c'est aussi important en project management, lié évidemment avec mes parties prenantes, hein, parce que pour motiver mes parties prenantes, mais c'est important, et pour me motiver moi-même aussi, c'est important que je puisse détecter à quel point je suis sur la bonne voie vers le livrable qui répond à l'exigence. Okay. Donc ça c'est. Et définir le périmètre, ça veut dire aussi définir ce qui est hors périmètre. C'est parfois plus facile de dire qu'est-ce qu'on fera pas plutôt que dire qu'est-ce qu'on fera. Ok. En tout cas, les deux sont importants, et donc n'oubliez pas de définir aussi qu'est-ce que vous ferez pas. Bien. Alors une fois qu'on a ça, souvent orienté autour des livrables, donc de ce qu'on appelle un Product Breakdown Structure, hein, organigramme des livrables, vous allez passer de cet organigramme des livrables à un Work Breakdown Structure, ou WBS, qui est un organigramme des tâches. Le principe, c'est de se dire, ben voilà, si je veux amener ce livrable-là, quelles sont les différentes tâches que je vais devoir mettre en place pour générer ce livrable. Hein. Et ces tâches peuvent éventuellement être subdivisées en sous-tâches. Donc, je vous ai mis, c'est exprès qu'on ne sait pas lire ce qu'il y a dedans parce que ça n'a pas d'intérêt pour le moment, hein, mais je vous ai mis un organigramme sur le côté, hein, c'est une carte heuristique en fait, hein. En mauve, tout au sommet, ben, vous avez le projet, ok, c'est mon projet, ok, très bien, c'est l'implémentation de mon idée. Et puis, vous aurez sur le premier niveau ben, les différents livrables. Et pour atteindre ces différents livrables, eh ben, quelles sont les tâches que je dois mettre en place? Ok, très bien. Et éventuellement, un niveau plus bas, quelles sont les sous-tâches que je dois mettre en place? Ok. Le principe est donc d'avoir une série de tâches qui mènent à un livrable, hein, qui mènera à la réalisation d'une phase. Hein. On aurait pu aussi mettre d'ailleurs en premier niveau le projet, en deuxième niveau les phases, et en troisième niveau la suite de tâches avec le dernier élément qui est le livrable. Hein, ça on peut faire aussi, ça veut dire toute une série de tâches qui mènent avec une milestone livrable délivrée. Bien,
Voilà donc ce que vous allez devoir décrire, hein, pour voilà, faire un petit peu une description détaillée de ce qu'il y a à faire. Alors, pas, il ne faut pas exagérer le détail non plus, mais le principe c'est d'avoir voilà, des tâches qui sont gérables d'un point de vue planification. Et en parlant de planification, vous allez vouloir finalement décrire les délais dans lesquels ces tâches et ces livrables vont être faits. Alors pour ça, vous allez devoir euh, aller chercher pour chaque tâche deux informations importantes. La première information, c'est les antériorités, c'est-à-dire quelle tâche doit être accomplie avant de commencer ou avant de terminer quelle autre tâche. Ok. Donc, quelle tâche doit être commencée ou terminée avant de commencer ou de terminer quelle autre tâche. Ok, ça ce sont les antériorités. Hein, et donc ça va me permettre de dire, ben voilà, ça sert à rien de commencer à m'exciter à faire quelque chose si de toute façon j'ai besoin d'autre chose pour commencer cette chose. On a bien compris. Deuxième information que je vais devoir estimer, c'est la durée de chacune des tâches. Okay. Et ça, ben, vous avez déjà ici une dépendance, même deux dépendances, une dépendance aux ressources humaines et une dépendance aux approvisionnements. Ah bah oui, il y a des choses que vous ne savez pas faire si quelqu'un est occupé, hein, euh, à autre chose, et il y a des choses que vous ne pouvez pas commencer tant que vous n'avez pas les ressources primaires pour, hein, les intrants nécessaires à l'exécution de la tâche. Ça sert à rien de commencer à peindre votre mur si vous n'avez pas la peinture. Et ça sert à rien de commencer à peindre votre mur si votre peintre il est occupé à quelque chose d'autre. C'est ça le principe. Bien, donc on voit déjà l'interaction, mais bon, voilà. On commence par le délai. Hein, et on commence par se dire, ben voilà, si tout est disponible, qu'est-ce que je peux avoir? Bien. Et ben, cette disponibilité, excusez-moi, cette antériorité et cette durée, vous allez l'implémenter, la rentrer dans une base de données, hein, qui s'appelle, enfin, qui est souvent représentée graphiquement sous forme d'un Gantt chart, un, un diagramme de Gantt. Gantt est un auteur, pas tout récent, hein, qui a déterminé une belle façon visuelle de mettre en place un échéancier. Vous voyez un exemple là sur la droite, hein, un échéancier ici par mois, hein, mais donc le principe est d'avoir vos phases ou vos tâches et sous-tâches, ou votre phase et vos tâches. Vous pouvez avoir ça éventuellement sur plus que deux niveaux, hein, mais deux niveaux c'est déjà pas mal, hein, trois, ça peut aller aussi. Bien, hein, et donc vous allez finalement voir que ben, si tout se passe au mieux, hein, c'est cette notion de chemin critique, hein, c'est-à-dire quelle est la suite de tâches, hein, qui est déterminante sur mon délai final. Hein. Et si tout se passe au mieux, c'est-à-dire si je n'ai aucun délai de retard si je n'ai aucun retard sur cette suite critique de tâches, sur ce chemin critique, eh ben, à quel moment est-ce que j'aurai terminé l'implémentation de mon idée. Bien, alors le temps d'exécution n'est pas la seule contrainte. Vous allez vouloir idéalement rajouter toute une série de choses et voilà, idéalement toujours vous le rajoutez directement dans cette même base de données que vous avez utilisée pour faire les délais. Hein. Donc vous allez vouloir rajouter sur chacune de ces tâches les ressources humaines nécessaires, les approvisionnements nécessaires, la qualité des ressources humaines et des approvisionnements nécessaires, et vous allez en déduire les coûts finalement de chacune des tâches. Donc comment est-ce que vous faites? Vous prenez tâche par tâche et vous vous demandez, bon, de combien d'heures de qui, hein, ou de quelles compétences est-ce que j'ai besoin pour réaliser ça. Alors parfois vous ne savez pas, hein, exactement, hein, mais
typiquement, vous allez essayer d'estimer, alors peut-être que vous l'avez déjà fait, donc vous savez combien de temps ça vous a pris la dernière fois, ça c'est pas mal hein, comme information. Mais voilà, il est possible que vous deviez estimer ça un peu plus à la grosse louche. Parfois c'est difficile, mais il est important de le faire, ok, et de, de- de noter de comment est-ce que vous l'avez fait. Donc, besoins humains et matériels. Très bien. Ensuite, vous avez gérer, c'est-à-dire dire finalement comment est-ce que vous allez obtenir ces ressources humaines et matérielles. Ok. Voilà, est-ce que vous êtes dans une structure où vous pouvez avoir accès à un pool de personnes avec des compétences bien définies, ou est-ce que vous devez finalement mettre une annonce et engager quelqu'un d'externe, etc., etc. Hein, même chose pour les ressources matérielles. Est-ce que vous allez au plus vite et vous allez au premier disponible, ou est-ce que non, vous devez demander trois devis et puis regarder lequel est le moins cher et qui correspond, etc., etc. Ok, donc c'est quelque chose qui se réfléchit maintenant. Comment est-ce que je vais procéder? Hein, quels sont éventuellement les vendeurs ou les fournisseurs de ressources humaines que je vais pouvoir contacter, hein. Ça peut être des vendeurs ou des sous-traitants, etc., etc. Voilà, alors pour chacune de ces ressources, de ce matériel, vous allez devoir estimer la qualité. Ok. Comment est-ce que vous allez maîtriser ce coût et cette qualité? C'est-à-dire que est-ce que vous avez une contrainte sur le coût? Et si oui, sur quoi est-ce que vous pouvez renier éventuellement sur la qualité? Ok, à voir, hein, donc il y a toutes des choses ici qu'il faut réfléchir, hein, qu'est-ce qui va se passer si jamais hein, on a des contraintes et comment est-ce qu'on va les gérer. Voilà, le type de maîtrise des coûts, hein, mais on pourrait aussi dire le type de maîtrise des ressources humaines, matérielles, de la qualité et des coûts, et vous allez optimiser finalement le rapport entre coûts, ressources et qualité désirée. Voilà, une fois que vous avez ça, ok, c'est-à-dire que pour chaque ressource humaine, vous avez la qualité, c'est-à-dire les compétences qu'il doit avoir, le temps qu'ils vont, le temps nécessaire d'exécution, le temps estimé, et le coût horaire d'une personne avec ce profil-là ou de cette personne-là, eh ben vous allez avoir le coût du travail à accomplir sur la tâche. Même chose pour les approvisionnements, vous allez déterminer la qualité, la quantité, le coût unitaire estimé, et donc vous allez avoir un coût total. Ces coûts de travail et ces coûts d'apport pour une qualité déterminée, eh ben vous allez les consolider, c'est-à-dire vous allez les additionner par phase, par tâche, etc., hein, par livrable, et donc vous allez avoir hein, une estimation de votre budget total. Ok, donc estimation du temps, estimation des ressources nécessaires, aussi bien humaines que matérielles, et finalement donc une estimation du coût nécessaire pour chacune de ces tâches-là. Bien, mais ça c'est pas mal du tout. Il nous reste le dernier point qui est l'analyse des risques. Ok. Donc c'est important d'avoir un registre pour les risques. Alors vous pouvez éventuellement l'intégrer à la base de données précédente, hein, comme votre plan de communication d'ailleurs. Hein, mais bon, voilà, moi je vais vous présenter un petit tableau sur le côté ici. Identifier les risques donc dans un registre des risques, c'est d'abord d'analyser pour chaque tâche, pour chaque phase, mais aussi pour le projet dans sa globalité, ok, quels sont les risques. Et les risques, vous allez vouloir les classer en fonction d'une analyse qualitative et d'une analyse quantitative. C'est-à-dire, ben, les risques, est-ce qu'ils sont probables ou peu probables? Ok. Ça veut dire quelle est la probabilité du risque? Au plus le risque est probable, au plus c'est embêtant. Ok, ça veut dire que hein, il a de fortes chances d'arriver et que donc j'ai meilleur temps de m'y préparer. Et l'impact, quant à lui, c'est la gravité du risque s'il arrive. Ok, les deux vont nous mener à la construction de ce qu'on appelle une matrice des risques, où vous aurez des risques peu probables avec un faible impact. Ok, ça ce seront des risques probablement ok.
vous allez avoir des risques avec une probabilité et un impact, enfin la multiplication de la probabilité de l'impact qui sera intermédiaire. Hein. L'espérance du risque, en fait, c'est la probabilité multipliée par l'impact, hein, par sa gravité. Bien. Et vous avez des risques très, oui, c'est ça, hein, qui ont une grande probabilité et un grand impact. Ok. Et donc, ça va être important de les classer et aussi de se demander, hein, il faudra aussi se demander quelle va être la probabilité et l'impact de risques combinés. Souvent, un risque seul est acceptable, mais les problèmes, ils arrivent souvent en paquet. Et c'est souvent le fait qu'ils arrivent en paquet qui génère un risque élevé. Donc, n'oubliez pas de se demander, oui, mais si ça et ça arrive, qu'est-ce que ça, hein, de combiner les risques pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Bien. euh, on va ensuite planifier la réponse au risque. Ok. Se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire préventivement pour ces risques? Et qu'est-ce qu'on peut faire si jamais ces risques, ils arrivent? Ok. Post-risque, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, amoindrir l'effet une fois que c'est arrivé? Ok, donc ça va venir avec des options, des stratégies, des actions convenues, éventuellement un plan d'action qui est déjà, voilà, qui est déjà anticipé. Ça va nous permettre finalement d'être plus rapide quant à l'implémentation de ce plan d'action quand arrive le risque. Typiquement, on va choisir entre éliminer, transférer. Donc éliminer le risque, ça veut dire ben, euh, mettre en place une stratégie qui permet que le risque n'existe plus. Ça c'est l'idéal. Hein. Transférer le risque, c'est typiquement prendre une assurance, ok, hein, ou faire en sorte que le risque, s'il arrive, ben, ce soit quelqu'un d'autre qui porte les conséquences. Alors ça peut être une assurance, mais ça peut être aussi se dire que plutôt que de prendre le risque sur nos épaules, je vais le faire, hein, je vais prendre un fournisseur qui prendra voilà, qui devra supporter le risque s'il arrive. Hein, ou je peux même faire supporter le risque sur mon client. Hein. Vous pourriez atténuer le risque ben, en diminuant sa probabilité ou en diminuant son impact, ça c'est tout à fait possible, ou accepter le risque, dire ben voilà, ce risque il est là, et puis s'il arrive, ben, ce sera pour ma patate, et puis c'est tout. Voilà. Bien, eh ben c'est pas mal du tout ça. Ça nous permet de terminer finalement cet aspect théorique du cours de technique de créativité. Il nous reste donc trois cours, hein, deux cours d'élaboration pratique et un dernier cours d'évaluation. Hein. Donc j'espère vous retrouver au plus vite pour ces cours. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt.